Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les 2 semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment ils se sont lancés en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amine Bouassoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Victor Laura, représentant du mouvement FIRE en France et auteur du livre « La retraite à 40 ans, c'est possible ». Dans cet épisode, on parle d'indépendance financière évidemment, mais aussi du rachat et de la revente de side business. Salut Victor. Bonjour Amine. Ça va ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi. De pouvoir parler de plein de sujets, en plus des sujets sur lesquels tu as de l'avance, parce que c'est des sujets sur lesquels tu as réfléchi et tu as agi depuis un petit moment maintenant. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, donc je m'appelle Victor, j'ai 33 ans et je suis connu comme l'importateur du mouvement FIRE, qui veut dire Financial Independence and Retire Early, donc indépendance financière et retraite précoce, en France. Et le concept, c'est quoi ? C'est de pouvoir prendre sa retraite de façon précoce ou d'avoir des revenus complémentaires. Et sinon, en bref, je suis ingénieur et double cursus ingénieur école de commerce. Et pendant 10 ans, j'ai une double vie, grandement dans les startups, plutôt à direction de startups, de petites à très grosses startups. Et de l'autre côté, j'ai une autre vie où j'ai fait pas mal d'investissements en immobilier, en side business et en bourse. Ouais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement FIRE, et d'ailleurs je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines, c'est un mouvement qui repose sur 3 leviers pour justement être indépendant financièrement et pouvoir prendre sa retraite. C'est l'immobilier, la bourse et les side business. C'est bien ça ? C'est exactement ça. C'est une façon, donc ça vient des États-Unis, ça a été popularisé dans les années 90. Et en gros, l'objectif, c'est de remplacer ses revenus actifs. Donc, c'est par exemple son salaire ou quand on est freelance, c'est simplement ses missions, par des revenus passifs. Et il y a 3 types de revenus, enfin 3 grosses catégories. Après, on peut l'adapter. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, progressivement, c'est assez structuré. Et c'est une approche vraiment mathématique. Donc c'est très intéressant et ça parle à beaucoup. Et au-delà de ça, il y a aussi une approche sur son mode de vie, son mode de consommation. Il y a aussi le fait de devoir, ou de voir, je ne sais pas, mais en tout cas d'apporter une réflexion sur ses modes de consommation et être amené à consommer moins aussi, si j'ai bien compris. Oui, alors généralement, donc, ce mouvement aux États-Unis, les personnes qui ont commencé par faire ça, leur objectif c'était de se dire, ok, là je suis un peu dépendant d'une vie avec un salaire, où on me demande de travailler beaucoup pour pouvoir vivre, et du coup ils se sont dit, ok, comment le plus rapidement possible, je peux finalement réussir à me séparer de ça et faire mes projets à côté, sans avoir une contrainte financière. Et en fait, pour y arriver, aux États-Unis, il y a un modèle qui est un peu différent de la France, qui est beaucoup plus axé sur la bourse. Et en gros, le principe, c'est qu'il faut investir un certain montant. Donc, en fonction du niveau de vie que vous voulez avoir, il faut investir 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros en bourse, par exemple. Ça, c'est la façon américaine. Et pour réussir à investir des montants aussi importants, bah, il faut, une des méthodes, c'est vraiment de consommer au minimum. Du coup, si vous avez, par exemple, un salaire de 2 000 euros, c'est de réussir à consommer, pourquoi pas 700 euros tous les mois. Pour le reste, l'investir en bourse. Donc ça, c'est vraiment la méthode américaine. Et du coup, d'où le lien en France avec la frugalité. Donc c'est pour réussir à faire ça. Et par exemple, celui qui a inventé l'acronyme FIRE, alors lui, il arrivait à vivre avec moins de 7 000 $ par an. Donc, Ok. faut y aller, quoi. Donc, il y a tout un principe et c'est beaucoup lié à la consommation. Après, tu l'adaptes comme tu veux. Donc, si toi, tu as envie d'avoir un rythme de vie plus élevé, grosso modo, tu as envie d'avoir des enfants, directement, tu as un rythme de vie plus élevé. Si tu veux habiter dans une ville, une grande ville en France, tu as un rythme de vie plus élevé. Donc là, tu adaptes le modèle et tu vois, il faudra peut-être travailler plus, il faudra peut-être faire plus de side business, mais en tout cas, tu adaptes. C'est un mouvement qui touche, enfin qui touche, euh, dans lequel il y a souvent des personnes de la tech ou pas forcément. Aux États-Unis, c'est énormément de personnes de la tech. Ok. Et en France, alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes de la tech. En tout cas, dans le mouvement Fire France, la majorité, c'est effectivement des personnes de la tech. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, la façon de penser, c'est vraiment fait pour un ingénieur ou quelqu'un qui est dans la tech.
Pourquoi? Parce qu'on se dit, OK, tu as un modèle et tu dis c'est assez simple et basique, faut que tu mettes tant tous les mois de côté, tu vas l'investir dans tel endroit, tu regardes les frais, enfin c'est un peu mathématique et c'est une approche très procédurale, donc très, très ingénieur. Et surtout aux États-Unis, les premiers qui ont fait ça, en fait, c'était ceux qui travaillaient dans les grandes tech, donc dans les GAFA, etc., Google, Facebook. Et alors à l'époque d'autres. Et en fait, c'est des personnes qui avaient des salaires quand même assez élevés et qui se Oui. posaient la question et qui se disaient, bon, on a beau dire ce qu'on veut, travailler dans des grands groupes ou même travailler tout court, c'est quand même très compétitif. Et quand on est dans la tech, on se dit, bon, c'est peut-être le troisième langage que j'apprends ou la troisième plateforme no-code que j'utilise, mais il y a un moment, bon, c'est un peu, ça coûte d'un point de vue intellectuel. Et je te posais la question parce que je me dis que finalement aussi, il faut quand même, tu peux pas partir de zéro, entre guillemets, et le fait d'être dans la tech, bon, on peut faire le lien avec avoir déjà un bon salaire, entre guillemets, et que finalement c'est accessible à partir d'un certain niveau. Alors, l'approche est différente en fonction du salaire que tu as. Mm. Donc, effectivement, plus tu as de revenus, alors généralement, il faut faire attention parce que plus tu as de revenus, plus normalement la vie que tu as peut être plus compliquée. Je pense que le bon équilibre est quand même dans la tech quand on est développeur ou quand on fait du produit. Généralement, on a plutôt un ROI intéressant, c'est-à-dire qu'on travaille de façon intensive, mais on n'a pas des horaires qui débordent et généralement on a du stress, mais pas trop, parce qu'il y a des métiers. Moi, je viens de la banque d'investissement où là, ok, on peut bien gagner sa vie, mais derrière, enfin, il y a énormément de pression, on nous demande énormément de temps, donc le ROI n'est pas très intéressant. Parce que quand on se lance quand même dans cette dynamique Fire, faut quand même faut quand même consacrer du temps à ce projet-là. Et après, en France, ce qui est intéressant, contrairement aux États-Unis, c'est finalement, on peut le faire en partant de pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on a accès au crédit immobilier. Et alors là, en France, il y a quand même tout un pan. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les influenceurs sur YouTube, etc. Avec l'immobilier, on peut quand même aller assez loin en fonction de ses objectifs. Donc même quand on a des salaires peu importants en France, on peut quand même se lancer sur ça. Après, si vous commencez, que vous gagnez peu, et que vous avez un montant d'indépendance financière assez conséquent, je sais pas, 3 000, 5 000 euros, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que plus vous avez un montant important d'indépendance financière, plus il va falloir aller chercher de l'argent ou lancer des projets qui vont rapporter de l'argent. Et dans Fire, le mouvement, il y a aussi cet objectif qui est de prendre sa retraite assez tôt. Où est-ce que tu en es, toi, Victor, par rapport à cet objectif? Ouais. Alors moi, à 30 ans, j'avais atteint mon objectif. Alors en fait, il y a un moment, donc c'est un peu compliqué comme question. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il y a une première étape, c'est ton break-even point, c'est-à-dire là où tu en es dans ta vie, le moment où tes revenus passifs couvrent ce que tu dépenses aujourd'hui. Donc ça, moi, je l'ai atteint à 30 ans, voire même avant 30 ans. C'est-à-dire que mes revenus passifs couvraient bon, mon appartement, mes impôts, etc., etc. Ok. Quel type de revenu passif? L'immobilier, la bourse? Il y avait immobilier, side business et la bourse, mais la bourse, factuellement la bourse, oui, sauf que moi je réinvestissais à chaque fois ce que je gagnais en bourse, Ok. donc je ne prenais, donc la bourse, on pouvait même la mettre de côté, donc rien qu'avec l'immobilier et side business, ça fonctionnait. Et après, à un petit peu plus de 30 ans, j'avais atteint mon montant que je voulais, parce que en fait, quand on fait une approche, donc là tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais quand tu fais une approche et que tu te dis ok, je vais arrêter de bosser, il faut quand même que tu prévois tes coûts futurs. Donc, si tu veux, moi j'ai un super tableau où je me dis, ok, dans ma vie, si ça se passe bien, peut-être que j'aurai 2 enfants, donc voilà combien ça va coûter, peut-être que j'habiterai dans telle ville, etc. Donc j'avais atteint un montant plus conséquent. Et du coup, ça je l'ai atteint ouais, à 30 ans. Et voilà, donc depuis que j'ai 30 ans, ça fonctionne. Ok. Et toi, à la base, quand tu te présentais au début, tu disais que tu as travaillé dans des startups. Comment ça se passe avec ton job? Parce que tu expliqueras un peu comment est-ce que tu fonctionnes, mais vu que du coup, tu es financièrement indépendant, tu as quand même, dans certains cas, continué de travailler dans des startups. Oui, alors, ça c'est, même si à un moment, en fait, j'avais pas atteint mon objectif. Donc, Ok. j'avais un objectif, je peux donner des chiffres, hein. Donc, moi, à 30 ans, mes revenus passifs faisaient plus de 4 000 euros par mois. Et de façon très stable, 4 000 euros par mois, et c'est ce que je dépensais. Donc moi, j'habite à Paris, je joue un appartement, mes impôts, etc. Donc ça, je l'avais. Et assez vite, je suis arrivé à 8 000 euros par mois. Donc c'était l'équivalent pour moi de pouvoir habiter à Paris à deux. Voilà, et avoir 2 enfants. Avoir un appartement plutôt sympa, etc. Donc ça, c'est le minimum quand on veut habiter à Paris. Il y a une réalité financière. Comme à San Francisco, ça doit être la même chose, voire on peut multiplier par deux, à mon avis, le besoin. Bon, j'avais ça. Par contre, donc j'avais atteint un seuil d'indépendance. Par contre, après, il fallait que je continue à augmenter
pour finalement monter progressivement. Donc quand on est à 4 000 euros, si ce n'est pas son objectif, il faut continuer à travailler. Donc moi, ce que je savais faire, et là où j'avais les meilleurs salaires par rapport à ma manière de fonctionner, bah, c'était les startups. Donc je continuais à travailler, même si j'avais ça. D'accord. Ça doublait tes revenus? Ça doublait ou même plus que doubler mes revenus. Ouais. Ouais. Et en fait, Et ce que j'avais en plus, ouais, c'était ça que j'utilisais pour réinvestir encore. ok. Et peut-être prendre des crédits, je sais pas, le fait d'être en CDI dans une startup, peut-être que ça t'aidait pour ça ou pas du tout? Toujours. Toujours. En fait, quand on se lance dans un plan, par exemple, si là aujourd'hui il y a des freelances qui nous écoutent, potentiellement si on veut avoir beaucoup d'argent rapidement, le mieux c'est quand même de passer en freelance et de facturer cher sa prestation, peut-être l'équivalent d'un salaire, mais au moins, voire plus, mais au moins, donc par exemple si vous gagnez 3 000 euros par mois, vous êtes en freelance, vous allez facilement facturer plus de 6 000 euros, voire 7 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que c'est le coût de votre salaire, si vous regardez d'un point de vue entreprise. Et du coup, si vous avez besoin de liquidité pour avancer, ben, vous pouvez passer en freelance. Par contre, quand vous passez en freelance, la première année, vous n'allez pas pouvoir emprunter, mais vous allez Hmm. pouvoir engranger de l'argent. Et après, si vous retournez en CDI, là, vous allez pouvoir emprunter. Et en plus, vous pouvez avoir de l'argent. Donc après, il faut juste comprendre en fonction de vos aspérités, enfin de comment ça fonctionne, le système fonctionne. Faut jongler en fait. Faut jongler. Est-ce que faut être salarié ou est-ce que vous allez devenir freelance? Si vous pouvez devenir freelance, etc. Ok. Bon, bah, tu vois, c'est intéressant. Moi qui suis freelance, j'ai pas vu les choses comme ça. Et du coup, quand on a 4 000 € par mois et qu'on cherche un job, j'imagine que les recherches sont un peu différentes, les choix sont différents, les entretiens sont différents. Comment ça se passe? J'imagine que tu vas vraiment là où tu as vraiment envie d'aller, pour le coup. Alors oui, sachant que alors j'ai un pote qui bosse dans le conseil et qui est un très très bon pote et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il m'a dit écoute Victor, de toute façon quoi que tu fasses comme taf, 60% du taf ça va être chiant. Donc et sois heureux que 40% du taf t'aimes bien et si t'as 10% du taf où tu t'éclates vraiment, bah en fait ça veut dire que 100% de ton taf tu t'éclates. Donc en fait moi j'ai pas vraiment changé de stratégie pour trouver un job même si j'avais ces revenus à côté. Moi, quand je choisis un job, et même aujourd'hui, si je me relance dans un projet, c'est je me dis, OK, aujourd'hui, c'est quoi mes critères pour avoir qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui dans ma vie comme type de job? Est-ce que j'ai envie de prouver quelque chose? Est-ce que j'ai envie d'avoir un job dans tel secteur? Est-ce que j'ai envie d'avoir telle mission? Et en fait, si tu veux, j'aborde par rapport à ces critères, ces choix-là. Après, en fait, tant que tu n'as pas atteint ton objectif FIRE, ben, généralement, tu te mets la pression pour quand même avoir des jobs qui sont bien rémunérés. Donc, par exemple, si je me mets dans ton cas, tu as deux jobs qui te sont proposés. Il y en a un, peut-être, tu te dis, bon, je vais peut-être un tout petit peu plus m'éclater, mais en fait, tu sais pas, parce que c'est sur le papier, tu vois, c'est ton ressenti. Et l'autre, tu gagnes peut-être 1 000 € de plus. Bah, tu vas dire, bon, allez, j'ai pas atteint mon objectif, je prends celui où il y a 1 000 € de plus, j'y vais, je charbonne, et puis tu investis, tu capitalises. Donc, moi, à chaque fois, il y avait quand même cette notion où il y avait ça, sachant qu'à un moment, j'ai quand même, j'ai quand même un peu levé le pied, où je me suis dit, ok, je gagnais très bien ma vie en startup, et j'ai presque divisé par deux mon salaire à un moment, pour aller dans une autre boîte où il y avait moins de pression. Parce que aussi, quand tu fais ton fire, il te faut du temps. Parce que tu Mm. vois, tu as tes side business, tu as tout ça. Si tu rentres chez toi, que tu n'as plus le temps et que du coup, tu n'as plus l'énergie, bah, enfin, ça marche plus. En fait, ton ROI est plus très bon. Donc, à un moment, j'ai vraiment divisé mon salaire par deux pour aller dans une boîte où j'allais avoir plus de temps. C'est-à-dire des horaires respectés, tu vois, on finissait bien, enfin, les trucs étaient mieux cadrés, quoi. Ok. Donc voilà, donc c'est des critères différents finalement, un petit peu en termes de tes objectifs et les moments de ta vie, ça dépend quoi. Et justement, dans Fire, donc on en a parlé, il y a immobilier, bourse, et puis il y a le sujet du podcast qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le côté side business. Est-ce que dans un premier temps, d'habitude on le fait en intro, mais on va le faire maintenant, est-ce que tu peux nous donner ta définition du side business? Et d'ailleurs, je crois que toi, tu as des notions différentes en fonction de si c'est side business, side project. Ouais, bah en fait c'est parce que je pense que là le sujet au fur et à mesure du temps il va se clarifier parce que ça fait je pense en France ça fait 3-4 ans que ça commence à devenir un peu plus populaire et surtout là cette dernière année. Donc pour moi j'ai toujours appelé ça un peu side business parce que pour moi ça reste un business, c'est-à-dire une activité que tu crées pour faire du chiffre pour que ce soit bénéficiaire. Donc c'est un business, donc tu vends quelque chose. Et dans cette activité, moi, mon side business, ça veut dire que c'est soit automatisé, soit délégué. Donc Ok. il y a les deux. Alors pourquoi? Parce que j'en ai en physique et j'en ai en ligne. Donc en ligne, généralement, on peut l'automatiser grandement. Et en physique, il vaut mieux avoir quelqu'un qui le gère à sa place. On peut faire la même chose en ligne. Et après, le side project, pour moi, c'était plus
Alors, c'est peut-être une manière de le dire et de se mettre un peu moins de pression, mais c'était juste un projet que tu fais entre potes, et ça peut être, tu vois, je pense comme pas mal enfin, en tout cas, moi, quand j'étais ado, on jouait pas mal aux jeux vidéo, tu vois, on avait un clan, on avait un truc, on avait créé un site, on avait un channel où on discutait entre nous. Bon, bah, ça, c'était un peu un side project pour moi. Il y a pas d'objectif financier. D'accord. Donc, moi, j'avais vraiment différencié les deux. Ok, bah écoute, c'est super intéressant. Ça veut dire que ouais, si je réécoute quelques épisodes du podcast, j'en ai peut-être qui sont des side business parce qu'ils génèrent de l'argent et c'est leur objectif, et peut-être qui sont encore au stade de side project. Ouais, moi je me dis, oui, et je pense que ça te protège de te dire, et c'est très bien, si ça protège les gens de se dire, ok, j'en fais un side project, et pour le moment, je mets pas trop de dimension financière parce que quand tu te mets des objectifs financiers, c'est quand même, enfin, tu risques d'être confronté grandement à l'échec, surtout pour les premiers. Donc ça peut être bien de dire, ok, je fais un side project, et puis on verra. Après, si tu es dans une logique, enfin ça dépend de ta façon de voir les choses, mais si tu es dans une logique, enfin je sais pas, d'avoir 300 euros par mois, tu vois, en récurrent, ok, tu te dis side business, etc. Mais bon, le mot business est peut-être un peu mal connoté en France. C'est peut-être, tu vois, une façon un peu d'aborder la chose différemment, quoi. Ouais, écoute, je fais d'ailleurs ce podcast pour justement rencontrer plusieurs versions et apprendre énormément de choses. Tu vois, rien qu'avec cet échange, j'ai encore appris énormément sur cette notion de side business, side project. Est-ce que dans un premier temps, tu peux aussi nous, j'allais dire nous énumérer, mais peut-être nous parler de quelques-uns de tes side projects Ouais. ou side Alors, business? ouais. Du coup, en gros, donc moi j'en ai différents. Donc j'en ai en physique et que je ne fais pas rentrer dans la catégorie immobilier. Et ça, on pourra en parler pourquoi. Donc moi j'ai espace de coworking. Donc les espaces donc des espaces de coworking. Donc c'est par exemple plus de 450 mètres carrés à Paris où on loue des postes de travail, des salles de formation, etc. Après, j'en ai à moitié en ligne, mais pas trop en ligne. Et donc, là, c'est des prestations de psychologues. Donc là, les clients, c'est des banques. Et puis, en fait, on est une plateforme téléphonique et d'intermédiation entre des psychologues et des banques. Et après, il y en a d'autres, type un peu plus niche. Un que je peux citer qui s'appelle certifiez-moi.com. Donc là, c'est juste un site d'apport d'affaires sur toutes les notions de certification et de normalisation des organismes de formation. Et après, j'en ai d'autres à côté, un peu plus niche, dont certains qu'on ne peut pas trop citer parce que, en fait, il y a une problématique, contrairement aux startups, il y a une problématique quand même sur les side business, c'est qu'on ne peut pas, généralement, on se met sur une niche et on essaye de faire un peu le meilleur ROI avec le moins d'efforts possible. Et du coup, il y en a certains, vu qu'on se positionne généralement sur un élément manquant et on va essayer de drainer du trafic et ce trafic de le monétiser, il y en a certains, on ne peut pas trop en parler parce qu'on a Ok. fait le minimum, strict minimum pour le moment et dès qu'on en parle, d'autres acteurs viennent sur le sujet et du coup, nous, on est obligé de se battre contre d'autres acteurs. Donc, il y en a certains, et ces business qui sont très éphémères, il y en a d'autres qui peuvent durer très longtemps, etc. etc. Ok. Donc, tu es plutôt à l'aise avec le fait de se dire, bah, je vais lancer un projet et potentiellement ça va me ramener de l'argent, mais ça va pas durer, ça va durer juste quelques mois parce qu'il y a une tendance ou il y a une opportunité. Oui, toujours. En fait, il y a en fait, à un moment, bon, c'est un peu dur de se dire ça, mais enfin, tout est temporaire, hein, en vérité. Hmm. Et du coup, c'est de se dire, là, il y en a certains, moi, ils ont une durée de vie là de 6 mois à 1 an. Ok. Voilà. Alors, en fait, c'est tous les événements qui sont un petit peu, voilà, Genre il y a le les Jeux Covid. Olympiques. Ouais, voilà, Covid, Jeux Olympiques. Donc, Covid, vendre des masques, c'est très bien, mais sur le long terme, est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Mais il y a moyen de faire beaucoup d'argent à un moment. Jeux Olympiques, il y a des choses à faire. En fait, il y a plein de. Par exemple, si on suit les nouvelles normes européennes et les nouvelles aides européennes, il y a plein de trucs à faire. Donc, en fait, il y a plein de sujets un peu niches qui sont à traiter pendant 6 mois, 1 an. Et après, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Donc, il faut juste se dire, OK, j'ai 6 mois pour faire de l'argent. Est-ce que ça vaut le coup? Et pas fantasmer sur ce que ça va donner. Mais tu vois, je suis encore très content de parler de ça parce que moi-même, je me dis, quand je vois une opportunité, je me dis, ah, mais ça va pas durer, ça vaut pas le coup, le temps que je mette ça en place, que ça commence à me ramener de l'argent. Mais en fait, j'ai envie de dire, si c'est bien exécuté, ça peut largement rentabiliser et valoir l'investissement, même si c'est sur une courte période. Oui, faut vraiment que tu vois. En fait, c'est ce que tu fais comme exercice, c'est exactement ça. C'est à un moment, tu te dis, bon, je pense que ça va durer 6 mois. Là, comme temps et énergie, ça va me demander, je sais pas, 1 mois de travail et puis je pourrais pas faire autre chose. Donc, est-ce que ça vaut le coup financièrement si le truc marche à peu près? Hmm. Et il faut toujours se poser ces questions-là.
Je vais te poser plein de questions parce que je suis quelqu'un de très curieux et tu Hein. pourras me dire si tu veux pas répondre à un moment donné. Par exemple, sur le côté, comme il y a plein de side business, je vais poser un peu des questions. Par exemple, sur celui du coworking. Hein. Donc, le coworking, c'est quelque chose de physique. Hein. Déjà, ma première question, c'est sur du coworking, est-ce que tu achètes ou tu loues un endroit et t'en fais un coworking? Comment ça se passe? Alors, moi, la première fois que je l'ai fait, en fait, ça dépend de la maturité qu'on a et de comment on veut se lancer dans ce type enfin, de side business. La première fois que je l'ai fait, je l'ai fait à Paris. Donc déjà, pour pouvoir, enfin de facto, pour pouvoir acheter un local à Paris et faire du coworking, déjà, à l'époque, c'était il y a 10 ans, quoi, il y a 6-10 ans, j'avais pas du tout les moyens. Donc déjà, on ne peut pas acheter là le foncier pour le faire. La problématique que tu as, c'est faut aussi minimiser tes risques. Tu vois, c'est quand tu te lances dans une activité comme ça, si tu commences à acheter le foncier, donc je sais pas, là c'est 450 mètres carrés. Aujourd'hui, je sais pas, ça vaut 4 millions d'euros ce truc. Le local ou le coworking. À l'époque, ça valait peut-être deux fois moins, mais c'est 2 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros, bon bah déjà on les a pas. Donc là déjà ça règle le truc. Après tu dis que tu vas louer du coup le local et après tu as différentes choses à trouver, différentes choses que tu peux tenter. Là aujourd'hui, en plus avec la crise du Covid, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de locaux où en fait t'as pas de pas de porte à payer. Ton pas de porte, c'est un truc un peu virtuel, comme quand on dit, c'est une superbe adresse et du coup tu dois payer par exemple 90 000 euros pour pouvoir après accéder et louer un local. Bon, du coup là 90 000 euros, faut les avoir. Et après quand tu loues et que du coup t'as pas de porte, disons que tu loues un local comme ça, faut quand même mettre 60 000 euros de côté pour pouvoir accéder, enfin d'avance pour pouvoir accéder à l'ensemble. Donc, en tout cas, pour ce qui est du coworking, en fonction du side business, plusieurs choses, mais je pense qu'il faut quand même minimiser les risques financiers. Donc là, tu loues, et après, en fait, tu fais de la sous-location. Et là, après, il faut que tu arrives à trouver, vérifier que ton équation, elle marche. D'accord. Et du coup, toi, tu as des travaux à faire ou pas? Ça dépend. Ça Ok. dépend à chaque fois de ce que tu trouves comme local. Généralement, tu as toujours un petit peu de travaux. Alors, en fait, tu as gros travaux et petits travaux. Et tu vois, par exemple, sur l'espace de coworking de Paris, quand ça tourne, enfin, les bonnes années, mais de façon régulière, c'est 250 000 euros de chiffre d'affaires, 36 000 euros de marge, avec un salaire chargé entre 3 000 et 4 000 euros. Donc, pour quelqu'un qui le gère. Oui. Du coup, tu as un projet qui est plutôt bien. Ok. La première fois que je l'ai fait, j'étais pas forcément très à l'aise. Hein. Quand tu fais tout ton truc, que tu as tout installé, que tu as quand même acheté des meubles et que c'est vide, bon, bah, enfin, tu vois, enfin, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Ouais. Et du coup, au début, bah, c'est pas du tout. Enfin, c'est compliqué d'automatiser ou de déléguer. C'est-à-dire que tu as passé un petit moment dessus, non? Clairement. En fait, généralement, les side business qui prennent du temps comme ça, moi, c'est entre deux jobs. Donc, je peux faire un break de 3 mois, 4 mois entre deux jobs. Et là, je m'occupe de lancer des side business un peu plus costauds et déjà de comprendre le métier, de le faire et après de pouvoir le déléguer. Et c'est assez dur, enfin, c'est tout à fait faisable, mais c'est assez dur quand même de déléguer des choses tant que tu n'as pas compris la complexité du problème, quoi. D'accord. Et du coup, tu lances ce type de side project, je sais pas dans l'ordre chronologique comment ça se passe, mais après, tu as un autre business qui est sur la certification. Ouais. Comment ça s'est fait ce projet-là? Alors, à chaque fois que je lance un side business, j'ai quand même, alors de mon processus créatif de side business, c'est donc avant de lancer l'espace de coworking à Paris, par exemple, avant j'étais au Kenya et j'étais dans les locaux de Google qui en fait étaient un coworking. Et là, je me suis dit, tiens, c'est super, je suis rentré en France et je me suis dit à l'époque qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc je me suis dit, ok, je vais faire ça. Sur la certification des organismes de formation, avant d'en arriver là, j'avais racheté un organisme de formation pour différentes raisons dans le réseau, etc. Et une fois que j'avais racheté cet organisme de formation, j'ai été confronté, moi, en tant que gestionnaire d'organisme de formation, à certifier mon organisme et à faire toute la partie administrative qui est très lourde. Et du coup, j'avais dû me documenter, etc., etc. Et puis après, je me suis dit, il y a un véritable pain point là. Si moi, c'est compliqué et que moi, je galère alors que j'y consacre beaucoup de temps, je pense que je ne suis pas le seul. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va proposer de l'aide à ces organismes de formation pour se certifier. Et après, rentre la question de la notion de jusqu'où tu veux aller. Est-ce que tu veux toi-même faire le travail? Sauf que si tu fais toi-même le travail d'accompagnement des organismes de formation, bah, tu vas y passer du temps. En fait, voilà. Ou est-ce que tu peux te focaliser sur une brique que tu maîtrises bien, c'est-à-dire être en SEO optimisé et mettre en place un système de prospection allégé pour récupérer des demandes et finalement sous-traiter la partie gestion des dossiers.
Et donc, c'est ça que j'ai mis en place. Donc, tu t'arrêtes en verticalité. Au lieu de faire tout le business, tu t'arrêtes sur la première partie, la première couche, qui est commerciale, qui est grandement valorisée et qui te permet de l'automatiser assez facilement. Donc, ouais. D'accord, du coup, ça veut dire que c'est un business d'apporteur d'affaires. Hum. Toi, ta valeur ajoutée, c'est vraiment l'acquisition, on va dire. C'est d'aller chercher des gens avec du SEO, avec des actions marketing pour revendre des leads ou prendre une commission sur une prestation. Exactement. Ok. Et tu disais au début que tu as racheté un organisme de formation, mais Hum. du coup, cet organisme n'était pas certifié? Alors, il était certifié. En fait, c'est un peu comme dans le bâtiment. Il y a une logique que, en fait, tu as besoin de tout recertifier à un moment. Ok. En fait, les Ok. normes évoluent et l'État fait évoluer les normes, comme dans tout, comme en sécurité informatique, tout ça, Ouais. comme les normes ISO, etc. Et du coup, cet organisme que tu as racheté, c'était aussi un side business qui vendait déjà des formations? C'est ça. En fait, c'était un organisme de formation assez vieux qui faisait des formations dans mon espace de coworking. Et du coup, je l'ai vu. Et puis, il y avait la personne qui gérait ça, voulait partir à la retraite et avait des formateurs. Et du coup, en échangeant avec lui, on avait sympathisé. Je lui avais donné 2, 3 coups de main. Et du coup, après, j'ai pu faire l'acquisition de cet organisme et continuer à le gérer, en fait. Ok. Justement, on arrive à la partie où je pense on peut parler aussi d'achat et de revente de side business. On va prendre la première partie, quand tu achètes des side business, qu'est-ce que tu regardes en premier? Comment est-ce que tu prends cette décision? Alors, ça dépend. Tu vois, en ce moment, j'accompagne pas mal de personnes pour acheter des sites business en ligne. Donc, c'est différent si le site business est en ligne, s'il est hors ligne, etc., etc. Et ça dépend d'où tu pars. La première étape, c'est quand même de te dire, OK, de définir ce que c'est quelque chose de rentable pour toi. Donc, c'est comme en immobilier. Tu peux acheter plein de biens immobiliers. En fait, il y en a très peu qui sont rentables et qui vont t'apporter de l'argent. T'achètes un appartement à Paris, c'est compliqué, tu vois. T'achètes un appartement, je sais pas, à 3, ça peut être un peu mieux. Quoique maintenant, c'est compliqué. Ton side business, c'est de te dire, OK, je rachète quelque chose, est-ce que ça gagne véritablement de l'argent, ce que je vais acheter? Est-ce que tous les mois, déjà, là, ça fonctionne? Donc là, il faut regarder ça. Et une fois que tu as regardé ça, c'est de te dire, OK, moi là-dedans, donc moi, Victor, qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je suis capable de faire pour que ce side business soit reste au même niveau, soit progresse? Donc ça, c'est la deuxième question. C'est la deuxième remarque. Qu'est-ce que moi, j'apporte à ce business-là? Et après, quel est mon plan d'action? Qu'est-ce que je vais en faire? Et après, la dernière chose, c'est de te dire, OK, c'est bien, j'ai racheté un side business. Est-ce que je peux le revendre à un moment? Est-ce que ça va prendre de la valeur ou est-ce que ça va en perdre? Donc à chaque fois, moi, je me pose ces questions-là. Et après, je me demande quand même quelles sont mes affinités sur le secteur. Quelle est ma compréhension du secteur? Et au fur et à mesure, on a tous en fait des affinités sur un secteur parce que on travaille dans un type d'entreprise, on habite à un endroit, on a des usages de consommation qui sont différents, enfin on a des affinités avec des secteurs. Et j'essaie de vérifier quand même que j'ai des affinités sur le secteur. Parce que sinon, ça peut être un peu compliqué. Et après, il y a un dernier élément, et avant, je ne le faisais pas du tout, c'est, est-ce que ça me motive, quoi? Est-ce que ce business me motive? Parce qu'il y a un moment, bon, ton side business, c'est sympa. Là, par exemple, le coworking, ça me motive un peu moins qu'avant, parce que ça fait 6 ans, plus de 6-10 ans que j'en fais. Je me dis, bon, est-ce qu'il n'est pas temps de laisser ce side business à quelqu'un d'autre et moi d'en faire un autre? Pareil, une fois que tu as un side business, c'est quand tu arrives à toi ce que tu peux réellement apporter à ton side business, tu vas te poser la question de est-ce que je suis toujours la bonne personne pour continuer ou est-ce qu'il faut que je le revende? Tu as déjà eu des mauvaises surprises quand tu rachetais des business? Ouais, ouais, j'en ai eu. Enfin, il y a toujours. En fait, t'as toujours des trucs qui sont pas terribles partout. Il faut juste minimiser ce qui est pas terrible. Donc, ça peut être qualité du code, ça peut être des backlinks pas terribles, ça peut être. Enfin, t'as plein de choses en fonction de ce que tu achètes. Il faut juste savoir comment l'analyser et te dire, ok, potentiellement il y a ça. J'aime beaucoup la comparaison. En fait, ce qui est intéressant entre l'immobilier et l'informatique, c'est que c'est la même chose. En fait, les titres des personnes qui travaillent dans l'informatique, il y a les mêmes titres dans l'immobilier. Donc, tu as des chefs de projet, tu as des chefs de chantier, tu as de la MOA, enfin, tu as les mêmes titres des deux côtés. Et si vous avez déjà fait des travaux à un moment dans votre vie, quand vous commencez, vous achetez un appart qui est tout beau et puis vous voulez, je sais pas, ouvrir un mur, et en fait, là, paf, vous avez une canalisation, personne ne le savait. Et là, vous êtes mal. Parce qu'en fait, votre super appartement, enfin, votre super salon, il va être plus petit, quoi. Et ben dans cette business en tech, c'est pareil. C'est un moment où vous pensiez que le truc marchait bien ou que je sais pas quoi, ça avait été renouvelé, puis vous n'avez pas eu le temps de regarder parce que vous pouvez pas tout regarder. Ben en fait non, il y a un truc qui marche un peu moins bien. Donc il faut quand même être un peu organisé pour que ça marche bien. Quand tu rachètes des side business, c'est que potentiellement ça irait beaucoup plus vite de le racheter que de refaire toi-même, de repartir de zéro.
C'est quoi ta fourchette de prix? C'est quoi le ratio où tu te dis, bon, à partir de ce moment-là, vaut mieux que je le rachète que repartir de zéro? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend beaucoup du profil de la personne qui le fait. Là, par exemple, on avait parlé un peu avant. Moi, j'avais accompagné des personnes pour lancer des side business de zéro et des personnes plutôt débutantes. Et là, en fait, c'est très bien de le faire. De toute façon, je pense qu'il faut le faire pour comprendre. Enfin, c'est comme c'est comme quand on fait encore une fois des travaux. Il faut mieux commencer par en faire un peu pour après se dire, ok, je peux déléguer. Et en gros, ce qui se passe, c'est la phase. Il y a des personnes qui sont très bonnes en phase de lancement. Et il y a des personnes qui sont bonnes pour gérer et garantir que dans le temps, ça marche bien de façon régulière. Et c'est pas le même type d'énergie qu'il faut des deux côtés. Donc moi, quand je regarde des side business, je vais me dire, OK, pour arriver au niveau où en est la personne, voilà tout ce que je dois faire, voilà l'effort que je dois fournir. Est-ce que déjà je suis prêt à le faire? Et deuxièmement, à combien je valorise cet effort-là? Et aussi, au niveau où est ce side business-là, si je le reprends, voilà où je peux l'emmener parce que je pense qu'il faut aller dans telle direction. Donc à chaque fois, je regarde ça. Après, le budget pour acheter cette business, ça dépend de combien tu as d'argent, en gros. Enfin, tu vois, indirectement, plus tu as d'argent, en fait, plus tu as d'argent, plus normalement tu peux prendre des risques. Donc, plus tu as de stabilité, plus tu peux prendre des risques. Donc, tu vois, par exemple, ce qui est intéressant dans ma situation, c'est que je suis assez stable d'un point de vue argent. Et du coup, je peux me dire, bon, bah, mon extra d'argent, je peux prendre beaucoup de risques avec. Donc, par exemple, je peux l'investir en crypto, puis c'est pas grave, tu vois, si ça monte, ça descend, ça m'impacte pas. Et dans les side business, c'est pareil. Donc, je peux investir. Et ta notion de combien d'argent, tu vois, des personnes, ça va être 5 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros. Ça dépend de toi, ce que tu penses enfin, de combien tu as d'argent et combien tu peux lever aussi d'argent, que ce soit en dette ou avec d'autres personnes. Je sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, un des business soit le plus cher ou soit le moins cher que tu as racheté, juste pour qu'on ait une idée en tête de combien vaut un business, même si évidemment ça dépend de plein de choses. Bonne question. Ça doit être 150 000 euros, sans compter ce que j'ai remis dedans. C'est lequel celui-là? C'est le plus C'était la... cher? Comment? Le plus cher ou le moins cher? C'est le plus cher. Le plus Le cher, ok. moins cher, beaucoup moins cher. Le moins Ok. cher, j'en ai même récupéré, genre on m'en a donné, tu vois. Donc, on m'a dit, écoute, Victor, rends-moi un service, prends-moi ça, et puis en fait, tu veux me faire ça, je fais ok, bon bah ok. J'ai rendu des Ok. services. Ouais, donc il y a des bonnes affaires des fois. Ouais, Cool. Et du coup, t'en as acheté, mais t'en as aussi vendu. oui. Euh, Est-ce que tu as déjà commencé des side business en te disant, celui-là, je le fais dans le but de le revendre? Alors, ça m'arrive assez souvent, et de plus en plus souvent. Alors pourquoi? Parce que pour des profils peut-être similaires aux nôtres, c'est peut-être générationnel aussi. Moi, j'ai une boulimie de projets que j'essaie de combattre. Donc, en fait, du jour au lendemain, dès que je vois une opportunité, j'ai encore du mal à me retenir de pas y aller. Et je mesure pas, en fait, la dette que ça crée. Pourquoi? Parce que même si un business est automatisé, même s'il est totalement délégué, arrivé au stade où vous êtes juste actionnaire, par exemple, d'Air France, là, vous achetez des actions d'Air France ou de LVMH, bon, vous avez acheté des actions d'LVMH, vous n'avez rien à faire. Bon, automatiquement, à la fin de l'année, ça se reporte sur votre déclaration d'impôt, si, je ne sais pas comment vous l'achetez, etc. Bref, vous n'avez rien à faire. Par contre, quand vous lancez un side business, bah, généralement, même si vous avez quelqu'un qui le gère pour vous, même si vous avez des associés, ça vous crée une charge mentale. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément un moment où il va y avoir un truc où vous allez devoir intervenir. Ça peut être très peu, hein, ça peut être une fois par mois. Mais en fait, plus vous en avez, plus quand même vous commencez à avoir une charge qui augmente. Et en plus, dès que vous allouez votre temps, vous prenez vos business et vous dites, OK, celui-là, il faudrait faire ça. Et vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne l'avez pas fait depuis 2 3 mois. Celui-là, il faut faire ça, celui-là, il faut faire ça. Donc ça devient un peu compliqué là-dessus. Donc il y a la plupart des business maintenant que je lance, je pense directement à l'exit. Je me dis, je lance Ok. quelque chose. Mon objectif, c'est que ça me rapporte tant. Et voilà à combien je peux le vendre. Je, ça m'intéresse grandement parce que j'ai des fois, dans certains cas, des idées. Je me dis, bah tiens, ça c'est un truc qui pourrait être facilement racheté, entre guillemets, même si j'en ai aucune idée parce que j'ai pas assez d'expérience. Mais quand tu lances ce genre de business, sur quoi tu vas faire attention, enfin sur quel élément tu vas accorder le plus d'importance, sachant que tu vas le revendre. J'imagine qu'il y a des choses que quand tu fais un business pour toi et quand tu le fais pour le revendre, t'apportes pas la même attention sur certains points. En fait, alors ça dépend, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est dès le début, j'essaie de travailler avec les personnes qui vont me racheter ce business-là. Ok. Donc, par exemple, Certifiez-moi,
j'ai un certain nombre de consultants qui font les prestations et je me suis dit, bon, bah, ceux qui vont être intéressés pour acheter ça, ça peut être eux. Et dès le début, en fait, je les tiens au courant de comment ça évolue, etc., etc. Et en fait, je leur montre que ça monte, je leur montre que bah, les leads sont intéressants, etc., etc. Donc, en fait, je leur tease dès le début du projet. Ok. Et vu que c'est teasé dès le début, c'est un peu comme quand tu lèves des fonds, bah après, ils sont aptes enfin, ils sont intéressés pour acheter le projet. D'accord, ça veut dire qu'il faut déjà. En fait, tu peux pas avoir l'ambition de vouloir te faire racheter. Il faut y penser dès le début. Parce que si, par exemple, toi, cette activité-là, certifiez-moi, et que tu voulais pas la faire pour la revendre, tu l'aurais peut-être pas fait de la même manière. C'est-à-dire que peut-être que tu aurais été jusqu'au bout, tu aurais fait toi-même l'organisme de formation, enfin, tu aurais certifié toi-même, tu aurais accompagné les gens. Du coup, tu n'aurais pas eu des partenaires avec qui t'échanger au quotidien pour pouvoir potentiellement leur revendre. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Je pense qu'en exécution, j'aurais pas fait différemment que ce que j'ai fait. Alors, il y a quand même une notion où il y a un moment, on parle soit de side business, soit on parle de business. Et business, ça peut être startup, hein. Mais donc en gros, la différence pour moi, c'est un projet que tu lances, que tu vas amener, tu vas fournir l'énergie qu'il faut pour avoir maximisé ton ROI, donc ton retour sur investissement. Donc tu vas y passer 300 heures et tu veux que ces 300 heures, ce soit 1000 euros par mois. En gros, c'est ça. Et sinon, il y a l'autre où tu te dis, OK, là, j'en fais un business. Et là, quand on fait un business, tu es open sur le nombre d'heures que tu passes. Ça devient Oui. peut-être ton activité principale, voire ta deuxième. Mais là, tu y vas et tu te dis, OK, là, à la fin, je fais un organisme, etc. Une fois que tu fais ça, généralement, bon, c'est bien de commencer en side project ou en side business. Sauf qu'il y a un moment, tu vas quand même te dire, bon, par exemple, certifiez-moi. La question n'était pas d'en faire un organisme de certification. Et dès le début, en fait, à l'origine, quand j'ai créé ce business-là, c'est que des personnes me disaient, bon, bah, comment tu fais des side projects dans des meet-ups que je fais sur le mouvement Fire. Là. Et du coup, je leur ai dit, au lieu de leur expliquer, tu vois, de leur dire, bon, bah, voilà, moi j'ai fait ça, ça a très bien marché, regarde, c'est fantastique et tout. Je fais, bah, viens, mec, lançons un side business ensemble. Donc, ils étaient 80, là, 40, 80 à nous suivre. Et nous, en live, on lançait Certifiez-moi. On leur disait, voilà, chaque semaine, ce qu'on avait fait, etc., pour leur montrer peut-être que ça n'allait pas marcher ou peut-être que ça allait marcher jusqu'à tel niveau, etc. Donc, tu as Ok. quand même une notion parce que tu vois, tu as beaucoup de problématiques aussi avec ton employeur, hein. Donc, tu as quand même une notion, ouais, est-ce que tu fais un business ou est-ce que tu fais un side business, quoi. Et il y a un moment, si ça devient trop un business, soit tu le prends, soit tu le vends. Faut prendre des décisions. Parce que Mm. sinon, enfin bon, à chaque fois, tu te poses la question, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. J'y repenserai la prochaine fois que je vais lancer quelque chose. Et du coup, je me posais la question. Bon, là, c'est particulier ton histoire avec Certifie-moi parce que tu as des partenaires qui te suivent tout au long de ton activité. Il y en a peut-être d'autres où, enfin, peut-être qu'ils n'ont pas de partenaire, entre guillemets, et que c'est un business qui tourne tout seul, mais potentiellement, des concurrents peuvent racheter. Ça aussi, c'est le cas. Il y a des concurrents qui peuvent racheter. Quand des concurrents rachètent ou quand d'autres personnes rachètent, est-ce que tu portes une attention, je ne sais pas moi, aux réseaux sociaux du side business qui a été créé pour te dire que potentiellement il y a des gens qui suivent sur tel ou tel réseau. Est-ce que tu fais, tout à l'heure on a parlé de SEO, de backlink, du code. Est-ce que il y a des éléments auxquels il faut faire attention quand on veut créer un business pour le revendre? Ouais. Donc, déjà, en fait, il y a toute une partie dont on n'a pas parlé. C'est juste, il y a un moment, tu as des métriques avec ton site business. C'est en gros, disons que tu crées un site. Alors, la version une des plus simples, enfin, il y a des versions très simples que moi j'aime bien. Soit tu envoies des leads et tu es rémunéré au lead ou en commission. Donc, ça, c'est certifié moi. Soit tu en as d'autres que j'ai où là, c'est de l'affiliation. Donc là, tu génères beaucoup de trafic et en gros, tu rediriges des gens sur Amazon et tu touches une petite commission. Bon, ça devient de plus en plus compliqué, mais ça peut bien marcher. C'est à peu près le même système. Il faut quand même te dire qu'une fois que tu as monté ces business-là, dès que tu as monté un business qui génère des revenus récurrents tous les mois, après, tu as des multiples. Donc, il faut voir où ça en est aujourd'hui, mais généralement, ça peut être 30 fois, ou ça peut être 24 fois, enfin 24 mois de chiffre d'affaires, ou ça peut être 30 fois le cash flow qui est généré par mois. Enfin, faut voir comment c'est calculé aujourd'hui dans ton secteur, etc. Mais grosso modo, c'est ça les chiffres. Quand tu as ça, tu peux facilement les revendre. C'est-à-dire que un side business aujourd'hui, par exemple, moi j'achète des side business. Donc entre 5 et 25 000 euros, je suis OK pour acheter un side business et prendre un gros risque. Et il y en a plein comme moi. Il y a plein de gens qui sont prêts à racheter ce side business-là. Par contre, quand ton side business, tu vois, il grossit plus et tu arrives à des trucs où ton side business, ça fait 350 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bah, tu as moins de monde, hein. C'est comme, tu vois, un studio à Paris, il y a plus de gens qui peuvent acheter un studio à Paris que acheter un 200 mètres carrés en face de la Tour Eiffel, tu vois.
Donc, tu vois, il y a un moment, ce sera plus dur de vendre. Enfin, ça Ok. dépend, mais généralement, c'est beaucoup plus dur de vendre ça, ouais. C'est quoi les raisons? Enfin, j'ai une question, mais en même temps, j'ai Ouais. déjà aussi un peu la réponse. J'allais dire, qu'est-ce qui pousse les gens à revendre un business qui fait 1 million d'euros? Alors, tu as plein de raisons. Moi, je pense que la première, c'est que quand tu as un business qui fait 1 million d'euros, si c'est le bon moment, enfin, si c'est le bon moment pour toi de le vendre parce que ça marche bien, tout a marché, etc., et que tu te dis que tu veux passer à autre chose, paf, tu revends et tu as envie d'avoir de l'argent. Parce qu'à un moment, c'est bien d'avoir un business qui marche et qui fait des revenus récurrents, mais de temps en temps, tu as besoin d'avoir des plus grosses sommes d'argent. Donc, tu vois, si disons que tu vends un business qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu le vends 1 million, ça dépend de ce que c'est, hein. Bah, tu as quand même, pas 1 million, mais bon, tu as les impôts, tout ça, mais tu as quand même de l'argent que tu as d'un seul coup pour faire quelque chose. Donc, peut-être que dans ta vie, tu as 35 ans et tu as enfin envie d'acheter ta résidence principale, tu vois. Et vu que Ouais. c'était un peu limite pour toi, tu as ça. Deuxièmement, tu veux clairement passer à autre chose, tu en as marre, tu es sur les rotules, tu as monté le truc et tu te dis, ok, c'est fini pour moi, j'ai plus d'énergie pour passer de 1 million à 2 millions, tu vois pas l'avenir, tu vois. Troisième élément, ça peut mal se passer. C'est-à-dire, tu peux faire un business, mais en fait, là, tu gagnes plus d'argent. Donc, tu es là, ok, bon. Quatrième élément, je sais pas, tu dois avoir d'autres raisons, mais moi, c'est les principales que je vois aujourd'hui. Et tu vois, moi, en l'occurrence, là, en ce moment, je commence à vendre pas mal de cette business pour en racheter Mm. d'autres parce que il m'amuse plus. J'ai besoin de diminuer ma charge mentale et après, je passerai dans d'autres business. Enfin, c'est Ok. comme changer de job, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu as un side business, enfin, je sais pas si tu le qualifies de side business, mais tu as lancé un livre, Hum, donc aux éditions Larousse, si je hum, dis pas de bêtises, qui s'appelle La retraite à 40 ans, c'est possible. hum. C'est un side business pour toi? Alors, c'est un peu compliqué. Le livre en tant que tel, non. Par contre, ce que pourrait générer le livre, oui. Donc, bon, pour faire simple, un livre comme ça, et je pense que c'est un sujet que toi, tu as déjà abordé, que tu vas sûrement aborder, mais le prix du livre, je crois qu'il doit être entre 15 et 16 euros. Par exemplaire de livre, je touche 90 centimes. Mm. Pour différentes raisons, parce qu'en fait, quand on regarde, enfin, vous pouvez signer différents contrats, quoi. Un livre comme ça, de l'écrire et de faire quelque chose de consistant et d'intéressant, en fait, ça prend énormément de temps. Et du coup, là, en ROI, le livre en tant que tel, non. Après, si vous êtes dans un secteur, il y en a qui en font des side business, qui deviennent même des business derrière. Si vous faites un très très bon un best-seller dans mon domaine, c'est 10 000 exemplaires. Là, vous êtes le king. Euh, Si vous en faites 10 000, bon, vous, si vous êtes au ratio que j'ai aujourd'hui, c'est pas terrible. Par contre, si vous faites la partie édition vous-même, etc., etc., et que vous en vendez ouais, 10 000 exemplaires, vous pouvez gagner entre 50 et 100 000 euros hein, pour vous. Donc ça peut devenir un business intéressant. Ok. Par contre, quand vous avez dans un domaine, et moi je vous encourage, bah, comme ce que tu fais avec le podcast, dès que vous avez un sujet qui vous intéresse et que vous voulez creuser, ce qui est bien, c'est que vous avez de la notoriété dans ce domaine-là, et peut-être que derrière, ça va découler sur d'autres choses. Donc, par exemple, demain, si je veux lancer sur le sujet sur lequel je suis quelque chose, même, bah voilà, par exemple, il y a des gens qui viennent me chercher pour monter des startups dans mon domaine sur l'investissement en bourse. Donc, le livre indirectement m'a permis de m'amener quelque chose et potentiellement de lancer des side business liés à ça. D'accord. Donc, c'est un peu comme, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui ont pas encore écouté le premier épisode avec Alexis Minkela, qui lui a lancé un livre sur les freelances. Ça lui a ramené cette notoriété sur le fait maintenant, aujourd'hui, de pouvoir accompagner des freelances parce qu'il a lancé un livre. Donc, toi, sur le mouvement FIRE et sur tout ce qui concerne l'immobilier, la bourse et les side business, ça rapporte une crédibilité en plus. Est-ce que ça t'a aussi rapporté, je vois une photo de toi, une photo de profil chez Europe 1, est-ce que ça t'a aussi apporté de la visibilité médiatique, la sortie du livre? Alors, c'est un peu dans l'autre sens que ça s'est Ok. passé pour moi. En fait, c'est quand vous voulez écrire un livre, c'est assez particulier, mais c'est un serpent qui se mord la queue. Il faut déjà être connu, avoir une notoriété pour après qu'ils viennent vous chercher pour écrire un livre. Ok. Et après, quand ils écrivent un livre, normalement, on parle un peu de vous. Donc, moi, c'était avant, j'avais déjà cette présence enfin, dans les journaux ou les radios, etc. C'est un livre alors je sais pas du tout, mais un livre comme ça, on l'écrit seul ou on a besoin d'aide ou pas? Alors, bah, ça dépend de votre profil, de qui vous êtes, etc. Et ça dépend de votre affinité avec le sujet. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent écrire seul un livre. Moi, en l'occurrence, j'avais commencé seul. Et au bout d'un moment, j'étais bloqué, j'avançais pas, j'avais besoin de timing, etc. Enfin, je faisais passer en priorité d'autres projets. Et là, du coup, j'ai un co-auteur.
sur le livre. Et en fait, le co-auteur sur le livre, après, ça dépend de vous ce qu'il vous faut. Moi, le livre, en gros, j'avais besoin de plus de structure et surtout de la structure et un peu de coaching pour me. En fait, je voyais cette co-auteur, Alix, une fois par semaine et on voyait où j'en étais, etc. Et puis en gros, elle me donnait des petites fessées très gentilles pour me dire Victor, allez, il reste encore 30 pages à écrire, etc. Donc moi, c'était ça dont j'avais besoin. Après, il y a d'autres personnes, elles ont besoin de quelqu'un qui écrit tout le livre, par exemple des médecins. Et là, par exemple, un co-auteur peut écrire tout un livre pour vous. Vous pouvez lui parler et le co-auteur peut écrire les choses. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Victor de nous avoir partagé un peu les coulisses de ton aventure sur tes différents side projects, enfin sur ton mouvement même Fire, parce que je le rappelle, toi c'est vraiment immobilier, bourse et side business. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais partager à des personnes qui voudraient se lancer ou peut-être un élément qu'on n'a pas encore abordé? Alors, pour les personnes qui veulent se lancer, moi je pense, alors si c'est un mot, c'est persévérance. Je pense que enfin, surtout pour ceux peut-être qui sont les plus jeunes, en fait, dans la vie, ce qui est assez intéressant, alors dans la vie, moi du haut de mes 33 ans, c'est une fois que vous prenez, bon, à 20 ans, on est peut-être à peu près, enfin, rien n'est fait, quoi. Et après, on continue, et après, par rapport à l'énergie que vous mettez tous les jours et la persévérance que vous avez sur des sujets, même si vous n'êtes pas le meilleur, même s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, etc., etc., vous allez voir, votre courbe de progression va quand même suivre dans le temps. Et c'est l'énergie que vous mettez au quotidien aujourd'hui qui fait qu'à 30 ans, vous allez prendre une direction, par exemple, différente d'autres personnes qui sont potentiellement beaucoup plus successful que vous aujourd'hui. Et pareil, et à 40 ans, ça se creuse encore plus, et après à 50 ans, encore plus. Donc, faut vraiment pas trop se mettre la pression, mais faut y aller à votre rythme. Moi, j'ai tendance à beaucoup me mettre la pression, et là, ça marche plus, parce que je deviens trop vieux, donc je fatigue trop. Mais allez-y, soyez persévérant, et surtout, je pense qu'il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt et il faut commencer à vraiment faire son premier side project, vraiment se lancer et vraiment être confronté, même s'il y a enfin, votre premier side project, vous avez plus de 99, je pense, 99% de chances que ça ne marchera pas. La première fois que vous faites un petit Et truc, que un vous perdiez de financement, l'argent? que vous allez perdre de l'argent, ce sera limité, mais au moins faites-le pour vous lancer, quoi. Parce que plus vous attendez avant de lancer un truc, un projet, plus vous avez peur du premier échec. Dites-vous que vous allez le planter le premier, c'est pas grave, vous allez le planter quoi qu'il arrive, mais au moins faites-le parce que c'est comme ça en fait que vous allez avoir du feedback avec vous-même et voir si c'est votre truc aussi. Tu donnerais comme conseil de creuser un sujet à fond et de devenir le meilleur de ce sujet-là ou ou d'avoir plusieurs sujets sur lesquels on a quelques connaissances? Alors après, je pense que, très bonne question, je pense que ça dépend du profil de la personne. Devenir, par exemple, moi je serais, après ça dépend du niveau d'exigence que vous avez, mais moi sur un secteur, je ne serai jamais l'expert absolu. Donc ça, je l'ai compris assez tôt. Quel que soit le secteur, que ce soit investissement en bourse, que ce soit l'immobilier, etc., je ne deviendrai jamais le mec qui sait tout, 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 c'est pas mon profil. Pourquoi? Parce que enfin, c'est très dur, et là, vous avez un projet de vie, quoi. Après, connaître plusieurs choses dans différents sujets, moi, c'est ce qui m'intéresse pour maximiser le ROI. Par contre, à un moment, ça dépend, bon, ça dépend si vos projets, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets qui ne sont pas liés à leur personne. Moi, en l'occurrence, si je prends un peu Fire, c'est un peu lié à ma personne, c'est carrément mon histoire, c'est carrément le truc que je porte, donc là, je suis aligné, en fait. Hmm. D'ailleurs, mon ancien job, quand j'avais quitté le job où je gagnais très bien ma vie en startup et j'ai pris un job où je gagnais 2 fois moins, je suis allé dans une startup qui était alignée avec mon projet un peu Fire. Donc c'était Banking, qui est une application de gestion de budget, donc c'était aligné avec Fire, etc. Ce que je veux dire, c'est il y a un moment, et en SEO, quand on commence à faire du SEO, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte à quel point il y a des méthodes pour creuser des sujets, arriver à un degré de profondeur et ne pas aller plus loin. Et ça, c'est très très dur, mais c'est ce qu'il faut réussir à faire. Vous n'allez pas avoir le temps. En fait, le temps, c'est votre ennemi. Donc, en gros, dès que vous voulez vraiment savoir, je sais pas, comment marche un iPhone, ça dépend du degré de profondeur où vous voulez aller, mais ça peut être, enfin, vous pouvez passer votre vie, quoi. Hmm. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Victor. C'est vrai que moi, par exemple, des fois, on peut me dire que je passe souvent d'un sujet à un autre, surtout quand j'étais encore un peu plus jeune, où j'avais souvent des idées, que je tentais des choses, je faisais des fois quelques briques du projet, et des fois j'arrêtais, je passais à autre chose. Bon, après, ça m'a appris d'apprendre énormément de choses, d'avoir encore un peu plus d'expérience à chaque nouveau projet. Mais c'est vrai que des fois, c'est une question que je me pose et c'est intéressant d'avoir le différents points de vue sur cette question-là.
Je pense que tu vois, avec les profils comme le tien, et je pense que moi je travaille contre ça, mais je suis un peu comme toi. Je pense qu'à un moment, faut s'associer avec des personnes qui ont un profil différent et qui eux terminent vraiment les projets. Ouais, ouais. Et nous, parce qu'en fait, on fait ce qui nous fait plaisir et à un moment, ça dépend de ton objectif. Donc on se fait plaisir, Mhm. c'est très bien. Sauf que si tu as quand même une finalité où tu te dis, OK, la réussite de mon side project, c'est d'avoir 300, 1000, 3000 euros par mois. Déjà 300 c'est très bien, faut aller jusqu'au bout. Et nous on aura tendance à peut-être, dès que ça nous intéresse plus, à passer à autre chose. Donc là, il faut trouver, et moi c'est en m'associant que j'ai trouvé ça, des personnes qui vont finir le projet. Nous on peut l'amener très vite, très loin, mais après il faut les 2-3 étapes pour que ça monétise vraiment et que ce soit vraiment viable, etc. Clairement, clairement. Écoute, ça sera mon point d'amélioration et au moins ce podcast aura servi à ça. Ça nous aura fait un peu une psychanalyse tous les deux où on a Allez, parlé de nos différents projets. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup, Victor. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ton actualité, toi et le mouvement Fire? alors en ce qui me concerne, je suis assez actif sur LinkedIn, donc Victor Laura Lora. Et sinon, il y a le blog devenirfrugaliste.com. Et là-dessus, il y a un petit bouton sur rejoindre la communauté. Vous avez un formulaire et après vous venez échanger avec nous. Et vous trouvez aussi ce qu'on peut faire ensemble. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Victor. Bon courage pour ton aventure. J'espère qu'on se tiendra au courant de nos avancées. En tout cas, je suivrai sur LinkedIn ton aventure. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, on se dit à très vite. Avec plaisir, Amine. À très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.